Est-ce que vous avez envie de vivre dans une planète dont les océans seront essentiellement vidés de poissons et où les poissons auront été remplacés par des méduses? C'est en gros ce qui risque de nous arriver entre 2040 et 2050 si nous continuons à pratiquer la pêche industrielle en eau profonde comme nous le faisons maintenant. Autre question, est-ce que vous et moi, on a vraiment envie de vivre dans une planète dans laquelle il n'y aura plus d'abeilles? Parce qu'on les aura toutes tuées à force d'utiliser des néonicotinoïdes dans l'agriculture intensive telle que nous la pratiquons aujourd'hui. C'est déjà ce qui arrive dans certaines régions de la Chine où, vous le savez peut-être, des femmes pauvres rurales pollinisent à la main. Est-ce qu'on a vraiment envie, vous et moi, de vivre dans une planète dont les campagnes n'auront plus d'oiseaux? C'est une question qu'il faut poser aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle les oiseaux disparaissent de nos campagnes. Toutes ces questions, qui plombent un peu l'ambiance, il faut reconnaître, ce sont des questions qui relèvent toutes du même défi, qui est l'immense défi écologique que nous avons devant nous. Et il faut admettre, entre vous et moi, que nous n'avançons pas très vite dans la réponse articulée que nous devrions apporter à ce défi gigantesque. Le dernier rapport du GIEC est littéralement catastrophiste, c'est-à-dire que très vraisemblablement, nous n'arriverons pas à tenir notre engagement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de telle sorte que la température moyenne à la surface de la planète n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport à celle qui prévalait au moment de la révolution industrielle. Vous savez que nos États se sont engagés à tout faire pour que nous n'excédions pas à la fin de ce siècle plus de degrés par rapport aux 15 degrés Celsius de température moyenne qui prévalait à la surface de la planète. Bon. C'est déjà vraisemblablement trop tard et donc le GIEC propose un nouveau défi, nouvel enjeu fondamental qui est ne pas faire plus de plus 5. Plus 5 degrés, c'est la température qui nous sépare de la dernière glaciation, à l'époque où on pouvait passer de la Grande-Bretagne à la France à pied sur la glace. Et plus 5 degrés, à la fin de ce siècle, ça voudrait dire que les images qui sont à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, ne sont plus à lire de manière allégorique pour aider le lecteur à grandir spirituellement, mais de manière littérale, c'est-à-dire un véritable désastre humanitaire, qui d'ailleurs ne commencerait pas à la fin de ce siècle, mais qui certainement se ferait sentir bien avant, puisque, si j'en crois les camarades ingénieurs agronomes, avec plus 3 degrés, déjà, on devrait très vraisemblablement observer une chute des rendements agricoles, ce qui veut dire une équation à résoudre autour de 2050 qui devient quasiment insoluble, qui est de nourrir 9,5 milliards, 10 milliards de personnes avec la quantité de sol disponible, cultivable, qui nous est donnée et qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment. Mon impression, c'est qu'au fond, dans les années qui viennent, il va y avoir un rectangle magique ou infernal, selon qu'on peut y répondre ou non, qui va s'imposer un peu à tout le monde, à tous les pays, mais qui s'impose aussi à la France, qui n'est pas spécialement bien dotée de ce point de vue-là. Les 4 sommets du rectangle, c'est les minerais, l'eau, l'énergie et la biomasse. La France est riche en biomasse et pauvre à peu près en tout le reste, y compris en eau. Les travaux du WRI, le World Resources Institute à Washington, laissent entendre que nous pourrions manquer d'eau potable, d'accès à l'eau potable dans les années qui viennent, même d'ici 2040. Ce sera moins grave qu'en Italie et en Espagne, où c'est déjà problématique aujourd'hui, mais ça va devenir un sujet dans les années qui viennent. Donc cet enjeu-là est majeur. Vous êtes évidemment sensibilisés, surtout la jeune génération. Ma génération l'est déjà nettement moins. La génération du dessus a encore beaucoup de peine à croire que c'est un problème sérieux. Alors je fais partie des économistes, je crois que l'un des obstacles, c'est les économistes. Parce qu'eux-mêmes sont habitués à penser le monde comme s'il y avait uniquement du capital et du travail. Et pour les économistes, le capital, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement de l'argent. Donc vous imaginez des billets de banque et des lignes de code sur des écrans d'ordinateur, parce que l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, c'est des lignes de code informatique. Et puis en face, le travail, c'est ce que nous fournissons, vous et moi, tous les jours, quelquefois même le week-end. Mais vous voyez bien que du capital sans énergie et sans matière, en fait, ça n'existe pas. Même des ordinateurs, pour les faire tourner, il faut de la matière, il faut de l'énergie. Et puis, vous et moi, pour fournir du travail sans énergie, on en fournira, sans nourriture par exemple, on en fournira à peu près autant qu'un cadavre. Et donc, le monde que nous autres économistes nous analysons, c'est un monde peuplé de lignes de code informatique, avec des ordinateurs en panne, parce qu'il n'y a plus d'énergie, et de cadavres. Nous ignorons complètement la matérialité physique de notre vie. Pour extraire des minerais, il faut de l'eau et de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut des minerais. Et pour avoir de l'eau, ça c'est moins bien compris, il faut aussi l'énergie. Exemple, le Maroc et la Tunisie, comme vous le savez sûrement, manquent déjà cruellement d'eau aujourd'hui. Ils sont dans une situation où la sécurité nationale est en jeu à cause du manque d'accès à l'eau potable. Et envisagent tous les deux, de manière très sérieuse, la désalinisation de l'eau de mer, que ce soit la Méditerranée
ou l'océan Atlantique. Simplement, pour désaliniser, il vous faut beaucoup d'énergie. Il se trouve que le Maroc a lancé un programme d'accès à l'énergie solaire assez important il y a quelques années, en partie d'ailleurs financé par l'AFD, avec l'immense centrale de Ouarzazate, ce que n'a pas fait la Tunisie. Et donc la Tunisie se trouve dans une situation beaucoup plus compliquée dans les années qui viennent d'accès à l'eau potable, et pas le Maroc, alors que les données géophysiques sont à peu près les mêmes, en gros, parce que la Tunisie n'a pas accès à l'énergie à laquelle le Maroc a accès. Donc vous voyez, il y a un lien entre ces trois sommets du rectangle. Et puis la biomasse, c'est assez évident, à la fois parce que, quoi qu'il arrive, on a tous besoin de se nourrir, et ensuite parce que la biomasse a un impact sur l'eau. Comme vous le savez, s'il y a une forêt ou s'il n'y a pas de forêt, ça donne une pluviométrie différente. Et puis parce que la biomasse a besoin d'eau. Et puis évidemment parce que, comme vous le savez aussi, on va être confronté, ou on est déjà confronté à des arbitrages massifs sur l'usage des sols, selon qu'on veut avec ces sols nourrir des hommes, du bétail ou produire de l'énergie, par exemple. Nous faisons comme si cette matérialité physique, en fait, nous dispensait d'avoir à affronter la limitation des ressources naturelles. Or, même pour faire fonctionner un petit bijou électronique comme ceci, que certains d'entre nous ont dans leur poche, il faut énormément de métaux et d'énergie. Ces métaux ne sont pas disponibles en quantité infinie sur la planète. Il y en a un certain nombre, par exemple le cuivre, dont probablement nous allons atteindre le pic d'extraction mondiale avant 2060. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre après 2060 sur la planète, il en restera, mais ça veut dire qu'après 2060, très vraisemblablement, on n'arrivera plus à augmenter la quantité de cuivre que nous extrayons du sous-sol tous les jours. Pourquoi? Parce que les réserves qui seront encore disponibles auront une densité tellement faible qu'on ne pourra plus augmenter cette quantité. Vous voyez? Même chose, par exemple, pour le pétrole, qui risque vraisemblablement d'atteindre son pic d'extraction, toutes techniques confondues, avant 2060. Or, notre prospérité dépend de manière cruciale de cette énergie, de ces métaux. Par exemple, en ce moment, là, pour vous parler, il faut de l'électricité pour qu'on puisse se voir et s'entendre. C'est de l'énergie. Si on n'en a plus, les choses vont changer assez radicalement. Mais ça, nous autres économistes, on est incapables de le prendre en compte parce qu'on vit dans un monde où il n'y a que des lignes d'écran d'ordinateur et puis du travail qui est fourni par des cadavres. On utilise des indicateurs qui sont très mauvais. Le pire de tous, c'est probablement le PIB, dont on a tous entendu parler, le produit intérieur brut, qui sert de boussole universelle à toutes les politiques publiques. Par exemple, demandez-vous quelle est la boussole qui sert à discuter les projets de loi de finances en France? Eh bien, c'est le PIB. Sauf que le PIB, par exemple, si vous faites un accident sur l'autoroute, par exemple, est-ce que vous répétez votre taux TEDx sur l'autoroute en conduisant? Eh bien, ça fait augmenter le PIB. Si vous polluez une rivière, ça fait augmenter le PIB, parce qu'il faut dépolluer la rivière, désintoxiquer les gens qui sont malades, les soigner, etc. Tout ça, c'est des services marchands qui font augmenter le PIB. À telle enseigne qu'un économiste britannique, John Maynard Keynes, disait dans les années 30, pour augmenter le PIB, c'est pas bien compliqué, le lundi, vous faites faire des trous, le mardi, vous faites reboucher les trous, le mercredi, vous refaites faire des trous, etc. Et vous voyez que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le PIB nous envoie dans le mur doublement, parce qu'il nous empêche de prendre en compte la raréfaction des ressources naturelles, alors que c'est un enjeu majeur pour la transition écologique. Et en plus, il nous conduit à une vie absurde dans laquelle beaucoup d'entre nous ont ce qu'on appelle quelquefois en anglais des bullshit jobs, qui consistent à faire des trous, les reboucher, les refaire, etc. En plus de tout ça, la plupart d'entre nous, et particulièrement le PIB, la plupart d'entre nous, les économistes, nous ignorons complètement les rapports sociaux. Et là, quand même, si vous réfléchissez une seconde, vous vous dites, au fond, qu'est-ce qui fait le sel de l'existence? Ben, c'est les relations humaines que nous entretenons les uns avec les autres. Les relations d'amour, d'amitié, de fraternité. Si on oublie ça, on est peut-être un tout petit peu passé à côté de l'essentiel de la vie. Sauf que ça se mesure absolument pas avec le PIB. Et donc, vous voyez, le PIB nous envoie 3 fois dans le mur, il nous empêche de saisir l'essentiel de l'existence, il ne nous permet pas de voir notre dépendance aux ressources naturelles, et en plus, il nous conduit à une vie complètement absurde. Voilà, et donc je crois que, en termes, disons, de réflexion géostratégique pour les années qui viennent, y compris pour un pays comme la France, si on prend ces 4 sommets du rectangle et si on se dit quels sont les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour sécuriser l'accès à ces 4 sommets, on a déjà une bonne partie à la fois du problème et de la solution. Bon. Et du côté, par exemple, industriel, ça me semble assez clair que ça implique un changement assez drastique de paradigme industriel du côté de ce que certains parmi nous, Philippe Biwix et d'autres, ont appelé l'industrie low-tech, c'est-à-dire une industrie qui soit pauvre, dont l'empreinte matérielle soit pauvre à la fois en minerais, en énergie, en eau et en biomasse. Et vous voyez que ça, c'est un changement complet de représentation de ce que c'est que l'industrie. Et mon expérience, on l'a encore vérifié il y a une semaine avec quelques-uns d'entre vous ici en Suisse, donc la semaine dernière, l'industrie suisse n'a aucune idée de ce que c'est que
l'industrie low-tech. C'est complètement neuf pour eux, quoi. J'ai fait la même expérience en Italie il y a 1 an et demi. Donc petit à petit, le sujet est en train de monter, en particulier en France, grâce à quelques acteurs majeurs sur la question, comme le Shift, merci à eux. Mais dans d'autres pays européens, ce n'est pas encore le cas. Il y a un énorme travail de prise de conscience de la nécessité de changer de paradigme industriel qui est à faire. Deuxième point, la question économique et financière. Dans cette affaire, c'est assez clair, me semble-t-il, que le secteur privé ne pourra pas assumer la totalité des frais et des coûts d'investissement de la transition énergétique et écologique. Donc il faut un investissement public. Je ne vois pas comment on s'en sort sans investissement public. Or, comme vous le savez aussi bien que moi, on est dans une situation où nous croyons à tort ou à raison que la contrainte des finances publiques est très forte et que le surendettement généralisé de tout le monde rend impossible le financement d'un grand Green New Deal, par exemple, en Europe. D'un Green New Deal sérieux. Pas ce qu'on est en train de faire au niveau européen. C'est une fois qu'on a compris que c'est massif, vital pour l'humanité, pour la planète, comment fait-on? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au fond, il y a plusieurs manières de le faire. L'an dernier, à la demande du gouvernement français, il y a un comité des experts pour le débat national sur la transition qui s'est réuni, dont j'ai eu la chance de pouvoir faire partie, qui a réuni en gros 70 scientifiques d'à peu près toutes les disciplines. Peut-être que la philosophie n'était pas représentée, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il y avait des climatologues, des spécialistes de la biodiversité, des énergéticiens évidemment, quelques financiers, 2 économistes, bon, et beaucoup d'ingénieurs. Et le résultat de ce travail magnifique, ça a été l'identification de 12 scénarios de transition écologique pour la France. Ces 12 scénarios ont été rassemblés en 4 grandes familles de manière à faciliter la décision politique, puisque ça ne nous a pas échappé que compter au-delà de 4 est difficile pour certains membres de la classe politique. Donc on a ramené ça à 4. Les 4 grandes familles, c'est assez facile à comprendre. Ce qui les distingue en gros, pour simplifier à la hache, c'est la place du nucléaire dans le mix énergétique français, en gros autour de 2035. Alors vous avez à un extrême le scénario Négatep, qui mise essentiellement sur le tout nucléaire, pour simplifier. Puis à l'autre extrême, le scénario Négawatt, qui mise sur une sortie aussi rapide que possible du nucléaire, avec, si on en croit les défenseurs de Négawatt, disons la fermeture de la dernière centrale française autour de 2035, avec, entre aujourd'hui et 2035, une montée en puissance du gaz, des investissements massifs dans les énergies renouvelables, et à partir de 2035, substitution des énergies renouvelables au gaz et au nucléaire. Et puis, au milieu, il y a 2 autres grandes familles de scénarios, Ancre et ADEME, qui, d'une certaine manière, sont des combinaisons linéaires convexes des 2 extrêmes que je viens de décrire. Au fond, quel que soit le choix que nous allons faire, nous, en France, en Europe, du mix énergétique que nous voulons avoir, et cette décision, à mon avis, relève en fait d'un débat démocratique que nous devons impérativement avoir. Il serait dramatique, à mes yeux, que ce soit simplement un tout petit comité d'experts, fût-ce des X-Min, aussi brillants soient-ils, qui déciderait à la place des citoyens français du mix énergétique français. Par-delà cette question-là, au fond, tous les scénarios qui ont été identifiés l'an dernier par le Comité national s'accordent pour dire qu'il y a 3 grandes étapes indispensables dans cette transition. La première, c'est la rénovation thermique des bâtiments en France et plus généralement en Europe. C'est un chantier extraordinaire, évidemment très créateur d'emplois, qui va nous obliger vraisemblablement à revoir assez fortement l'aménagement du territoire en France. Alors, ce sur quoi travaillent un certain nombre d'urbanistes, c'est de penser de nouveau le territoire français sous forme de petites villes très denses, irriguées par des transports publics très denses également, reliées les unes aux autres par du train ou du car, avec de la polyagriculture autour de chaque ville et des circuits courts agricoles qui achemineront la nourriture dans les gares. Pourquoi? Parce que actuellement, cette folie que nous réalisons, qui est de faire 4 fois le tour de la France au lait, à la viande et au blé qui sont produits respectivement uniquement en Normandie, uniquement dans le Limousin et uniquement dans la Beauce, cette histoire-là n'est possible que parce que le coût de transport est quasi nul dans le coût de l'alimentation. À partir du moment où il ne sera plus nul et où nous aurons des contraintes dans l'acheminement du pétrole, par exemple, pour nous Français, alors il sera grand temps d'arrêter ce type de folie. Ceci m'amène directement au deuxième chantier majeur, qui est la mobilité, parce que c'est le deuxième poste de consommation d'énergie fossile en France. Et la mobilité, ça veut dire beaucoup moins d'avions, désolé pour ceux qui adorent aller flâner dans les aéroports, beaucoup plus de trains, du ferroutage, et le remplacement aussi rapidement que possible de la voiture électrique, du moteur à explosion par des voitures électriques. Là aussi, vous imaginez bien que c'est un chantier énorme
qui est devant nous, puisque nous allons pouvoir nous livrer à notre sport national favori, qui est de savoir si on fait passer la ligne de chemin de fer dans telle commune ou dans telle autre. Bon. Et puis une fois que nous serons amusés à ce sport-là, il faudra quand même décider et avancer de manière que nous puissions passer, disons, voilà, à l'étape d'après en termes de mobilité pour avancer vers une mobilité verte. Tout ceci, vous l'avez bien compris, c'est une manière de transiter d'une économie dont nous héritons à partir de la révolution industrielle, essentiellement construite sur la consommation d'énergie fossile, gaz, charbon, pétrole, vers une économie fondée sur d'autres types d'énergie, que ce soit le nucléaire ou des énergies renouvelables. Bon. Et puis le troisième chantier, c'est celui du verdissement des processus industriels et agricoles. C'est le chantier au fond le plus compliqué, parce qu'il va toucher à la question difficile, délicate, de la compétitivité de nos entreprises à l'extérieur. Et en même temps, heureusement, c'est le chantier le moins urgent. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, le secteur industriel européen a déjà entamé la transition à l'issue des deux grands chocs pétroliers des années 70. À partir des années 80, déjà, dès cette époque, les entrepreneurs européens ont fait en sorte que le tissu industriel de l'ouest de l'Europe soit de moins en moins dépendant du pétrole. Reste qu'il y a un certain nombre d'obstacles à lever. Alors, il y a des obstacles psychologiques, culturels, vous voyez, même on pourrait dire anthropologiques, qui est la peur d'entrer dans une ère nouvelle. La croyance de beaucoup d'économistes dans le fait que les prix vont révéler tôt ou tard l'intérêt d'engager la transition. Autrement dit, certains de mes collègues attendent la parousie, c'est-à-dire le moment où le prix du carbone sera suffisamment élevé pour que tout le monde ait intérêt à s'engager dans la transition écologique. Vous voyez, le carbone sera tellement cher qu'on ne pourra plus se permettre d'émettre des gaz à effet de serre. Si nous arrivons à organiser ce débat dans l'espace public français et plus largement européen, alors nous avons une petite chance, à mes yeux, de pouvoir lancer cette transition, compte tenu du fait que, très certainement, sur cette planète, il n'y a que 2 régions au monde qui peuvent lancer la transition écologique. Pourquoi? Parce que pour le faire, il faut d'excellents ingénieurs, il faut une région économique assez riche, parce que ça coûte cher, et il faut une population éduquée qui soit capable de suivre les transformations techniques, urbanistiques, qui vont accompagner cette transition. Et si vous mettez ensemble ces 3 réquisites, à mes yeux, il ne reste que 2 régions, le Japon et l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est un peu à nous de le faire, à mon avis. C'est un peu à votre génération de le faire. Si vous y arrivez, on parlera de vous dans les livres d'histoire à la fin de ce siècle. Si vous n'y arrivez pas, vos enfants ne parleront pas de vous, parce qu'ils n'auront pas le temps de se demander comment ils ont fait pour en arriver là où ils en seront à la fin de ce siècle. Voilà. Merci beaucoup.